Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, que la rentrée vous a pas trop secoué. Je m'appelle Lucas Surla, je suis étudiant en troisième année de médecine et pour l'année 2022-2023, je serai au tutorat responsable des TD pour les LAS. Alors c'est un tout nouveau poste qui a été créé cette année, c'est un petit peu un crash test, on va bien voir ce que ça va donner. Le rôle du poste, c'est de gérer en gros la logistique entourant les TD, quoi, que ce soit la rédaction, la présentation et du coup les aspects vidéo, puisque c'est un peu la grande nouveauté de cette année. Les TD pour les LAS sont dispensés à la fois en présentiel et à la fois en distanciel. Je m'explique. La vidéo que vous êtes en train de visionner en ce moment est une exception, mais normalement, le TD est dispensé en présentiel au cours de la semaine, que ce soit le mardi ou le jeudi, à la place d'un EB. Et le samedi de cette semaine-là aura lieu sa présentation en distanciel sur YouTube avec une vidéo donc enregistrée mais diffusée à un créneau précis, mais ensuite diffusée de manière indéterminée. L'idée du TD en vidéo, évidemment, c'est pas de le regarder entre deux trains à Bourg-la-Reine, c'est de se poser, que ce soit à la maison ou à la BU, avec des petits écouteurs et se regarder le truc en prenant en note et en essayant de comprendre la logique derrière le TD. Puisque c'est ça l'intérêt de la chose, c'est de comprendre les exercices à réflexion. Alors, pour votre premier semestre de LAS, il n'y a pas beaucoup de matière à réflexion, dira-t-on, c'est pas mal de par cœur. Là, aujourd'hui, on va parler de biochimie et des exercices de réflexion sur certains chapitres de biochimie. L'idée donc du TD, c'est de vous donner un peu les clés pour répondre derrière à un peu toutes les questions de réflexion. C'est important de près ou de loin au chapitre du TD. Petite mise en garde, moi la biochimie, c'est pas mon domaine d'expertise, voilà, contrairement par exemple à la pharmacodynamique de la semaine prochaine, où là ce sera moi du coup aussi qui présentera le TD en vidéo seulement. Moi je m'occupe de la vidéo surtout. Mais voilà, il faut que vous soyez vraiment indulgents aujourd'hui, parce que déjà c'est le premier TD en vidéo, c'est un peu un crash test, ça ne peut que s'améliorer quoi. Donc bon, il se peut que je raconte 2-3 conneries, j'espère pas vraiment. Hein. Moi je fais confiance à vos tuteurs qui ont rédigé un super sujet qui, je l'espère, ne contiendra aucune erreur, c'est vraiment ce que je souhaite. Bref, vous le voyez bien, ne serait-ce que le décor là derrière, ça ne fait que commencer, c'est un projet en pleine création, quoi, en pleine genèse, donc j'espère vraiment qu'on va pas arrêter de s'améliorer, moi je pense que c'est ce qui va arriver, mais voilà, si aujourd'hui vous trouvez qu'il y a des trucs qui vont ou qui ne vont pas, n'hésitez pas à nous le signaler, à nous l'envoyer avec le questionnaire de satisfaction qui sera sûrement en description de cette vidéo. Bref, au programme aujourd'hui. On a affaire donc à un TD de biochimie, le premier du semestre, qui porte sur les acides aminés, l'étude des protéines et quelques chapitres du génome. C'est une sorte de pot pourri de plein de cours, d'exercices mis ensemble, tirés principalement des annales, avec donc dedans 9 exercices et 3 fiches de cours. 3 fiches de cours, c'est énorme pour un TD, hein, il faut se rendre compte. D'habitude, c'est plus une fiche de cours par TD. Là, c'est vraiment beaucoup de cours. Alors bon, c'est comme ça, la biochimie, de par cœur. On a essayé de faire le plus concis et exhaustif possible, ce qui est un peu contradictoire. Mais voilà, il ne faut pas être effrayé par la quantité de cours, ce ne sera pas valable évidemment dans toutes les matières. Les 5 premiers exercices et les 2 premières fiches de cours porteront donc sur les acides aminés et l'étude des protéines, puis la fiche de cours suivante et les 4 exercices suivants porteront sur le génome, la transcription, la traduction, les PCR, les trucs comme ça. Quand cette vidéo sortira, normalement, elle est découpée, séquencée avec la barre YouTube de lecture. N'hésitez pas à sauter des parties ou aller voir tel ou tel exercice qui vous intéresse le plus. Moi, je vous invite évidemment à regarder le TD dans sa totalité et de prendre en note tout ce qu'il est possible de prendre en note, notamment les fiches de cours, parce que c'est un petit peu l'intérêt du TD. Maintenant, voilà, vous n'êtes forcé à rien et ça peut être même intéressant des fois de revenir à l'avenir sur quelques exercices sur lesquels vous butez. Bref, on a beaucoup parlé. Place à la correction maintenant. Oh, ils sont fous, on va éviter ça. Avant d'attaquer la correction du premier exercice, on va essayer de voir ensemble une sorte de fiche qui permettra, si on suit la méthode de cette fiche, de calculer un point isoélectrique d'un peptide assez rapidement. Alors, on remercie Emma pour la fiche. Elle nous a rédigé ça, super. En gros, le point isoélectrique,
juste pour rappel, c'est le pH pour lequel le peptide a une charge nette nulle. C'est-à-dire sous sa forme zwitterion. Là, on parle bien d'un peptide entier. Hein. On ne parle pas d'un acide aminé tout seul. Parce que c'est quand même une méthode un tout petit peu différente. Même si au fond, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire qu'en gros, je vais marquer que c'est une fiche quand même. Hop. En gros, première étape, on prend en compte le fait qu'il y a en fait deux fonctions qui seront là tout le temps. C'est la fonction carboxyle et la fonction amide des acides aminés, celle qui fait qu'en fait elle s'appelle acide aminé. Donc on a notre tableau, j'écris très très mal, des charges et tableau des charges de chacun des groupements ayant un pKa dans l'acide aminé qu'on aura dans l'énoncé, ayant un pKa, et ce en fonction du pH. En prenant en compte ce que je viens de dire, c'est-à-dire que sachant que dans un peptide donc un assemblage d'acides aminés, quoi, une protéine, les pKa rencontrés sont toujours pK2 sur le premier acide aminé, toujours pK1 sur le dernier acide aminé. Faudrait que je change de couleur un peu, là c'est un peu craignos. Et aussi, et surtout, c'est un petit peu ça la subtilité, des pKr s'il y a des acides aminés avec des pKr. Ce qui n'est pas le cas de tous les acides aminés. C'est-à-dire des acides aminés qui ont une chaîne latérale, je crois, qui peut sioniser, c'est-à-dire qui peut prendre un proton, quoi. Et on fait notre tableau. Alors là, les amis, on en a pour une demi-heure, parce que c'est un tableau à 9 lignes et 11 colonnes. Coucou, c'est Lucas du montage. Là, je me mets à recopier intégralement le tableau. Ça me prend genre 10 minutes. Je me dis ça sert à rien de le laisser au montage. Donc voilà le tableau fini. Je vous invite à faire une capture d'écran du tableau et de le garder de côté pour le recopier après le TD ou bien récupérer la fiche directement sur la correction. Mais voilà, gardez-le dans un coin de votre bureau pour le moment. Ne le recopiez pas maintenant, quoi. Faites-le après. Parce que là, sinon, ça fait perdre beaucoup de temps. Hop là. Troisième étape. Calculer la somme des charges par colonne. Alors là, je ne vais pas le faire parce qu'il y en a vraiment trop et que ça commence à durer. Mais vous voyez l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, mettons qu'on soit entre 4,1 et 6. On regarde plus, moins, voilà, ça s'annule. Plus, moins, on verra qu'il y aura une charge positive qui reste. Donc, le peptide sera chargé positivement entre un pH de 4,1 et 6, quoi. Et c'est comme ça qu'on peut trouver la forme zwitterion, le pH pour lequel le peptide est dans sa forme zwitterion. C'est quand les charges positives et négatives sont égales, quoi, dans la même colonne.
Dans le cas présent, ce serait où? Ce serait peut-être le suivant, du coup, plus, moins, c'est ça, ce serait entre 6 et 8,3. Vous voyez, la somme, si on veut rajouter une ligne, ça fait 0. Ici, ça fait plus 1. Et si on avance, ça fait moins 1. Voilà. Et donc, la zone Zwitterion, je vais quand même rajouter somme. La zone mettons qu'on ait un peptide avec tous les pKr possibles et imaginables qui s'ionisent, et ben son pKr, on va dire, non, son PI, pardon, il sera égal à la somme de 6 et 8,3 divisé par 2, ça c'est la quatrième étape, parce que le PI, c'est pas aussi simple que ça pour calculer. Le PI, en fait, c'est la moyenne des pKr entourant directement la zone Zwitterion, quoi. Je sais pas si c'est un terme très scientifique, je vais mettre des petits guillemets, comme ça je me dédouane, hop. La zone Zwitterion. C'est-à-dire la zone où la somme des charges est égale à 0, quoi. Et on a cette formule-là, peut-être mettre en rouge. Bon. PI, ça galère un peu, mon PC galère un peu, égale à... Est-ce que ça enregistre bien? Ça enregistre bien. Somme des pKr entourant... Je réécris ce que je viens de dire. Zwitterion, je saute des mots parce que voilà, vous avez compris, divisé par 2. Voilà. Et donc dans le cas présent, ce serait par exemple 6 plus 8,3 divisé par 2. Voilà. Je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais vous saisissez l'idée. 1, 2, 3. Je vais garder quand même la même note. Il reste 9 minutes, putain. On va essayer de faire ça vite et bien. Ok. Donc bon, tout ça nous amène à la question 1. On a l'énoncé là, soit les peptides A, B et C dont la séquence est pour A, D, M, P, L, B, F, Q, I, G. Faudrait que je les lise avec leur nom d'acide aminé, mais j'ai oublié. Hein. C, N, K, R, A. On a donc les questions suivantes. 1 et 2, seul le peptide B absorbe la lumière à 280 nanomètres. Alors ça, pour le coup, c'est vrai. C'est un peu un item de cours, c'est-à-dire qu'en gros, les acides aminés F, Y et W, ce sont des acides aminés aromatiques. Et ils ont cette propriété-là, qui peut être pratique si on veut mesurer leur concentration, d'absorber la lumière à 280 nanomètres, en fait. La lumière à 280 nanomètres. Les peptides A, B et C absorbent la lumière à 280 mètres. Alors ça, évidemment, c'est faux. Hein. 280 mètres serait énorme. Ce qui fait que du coup, c'est faux. Là, on rigole. Item 3, 4 et 5, A, C et B, et le classement de ces peptides dans l'ordre croissant de leur pays. Et là, on va se dire, oh mince, il faut que je calcule mes points isoélectriques et tout. Sauf qu'en fait, une petite astuce de gros filou. Alors là, vous allez être un peu vert, quoi, parce qu'on vient de faire une fiche pendant une demi-heure pour calculer les points isoélectriques. Alors qu'en fait, des fois, c'est pas forcément nécessaire. Des fois, c'est nécessaire. On verra ça après dans le TD. Mais là, une petite technique, c'est-à-dire qu'en gros, je vais marquer astuce pour classer les pays
Ça s'affiche pas super bien sur mon PC, je m'excuse de ça. Alors, l'item 3, je vais le ranger là comme ça. En 1, pour classer rapidement, attention, on est des gros filous, nous, je vous rappelle, on veut gagner du temps. Rapidement, en 1, on repérer, pour chaque peptide, s'il y a des acides aminés chargés. Je ne vais pas vous refaire la liste, hein, c'est celle qu'on a vue sur la fiche. En 2, essayez de les classer par point isoélectrique en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'en gros, on a, ça je vais l'écrire en bleu, si l'acide aminé est non chargé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pKr qui peut s'ioniser, alors PI est égal à 5,5. Parce que du coup, il n'y a que les deux fonctions, celles qui correspondent au pK2 et au pK1, quoi. Je crois que c'est carboxyléamine, je ne sais pas si je raconte pas une bêtise. Dans le cas où on a un ou plusieurs, qu'est-ce qui se passe? Hop, un ou plusieurs acides aminés acides, c'est-à-dire D et E, alors le point isoélectrique est inférieur à 5,5. Ça rame à mort sur mon truc, je suis désolé. Et s'il y a un ou, il y a marqué ou là, plusieurs acides aminés basiques, c'est-à-dire R, K et H. On regarde ça rapidement, R, K et H. Bon, du coup, le PI, il sera supérieur à 5,5. Et là, du coup, on peut répondre un peu rapido à cet item-là, puisqu'on voit que dans l'ordre, on a dans DMPL, on a du coup D. Je vais surligner. D ici, là. Et c'est tout. D, E, R, K, A, ouais. F, Q, I, G, on remarque qu'il n'y en a aucun. Et N, K, R, A, on remarque qu'il y a R et K. Qui correspondent du coup à des acides aminés basiques. Ce qui fait que du coup, on peut les classer très rapidement, quoi. Vous voyez? On a donc, pour A, un acide aminé, un PI, pardon, qui est inférieur à 5,5. Pour B, le PI est égal à 5,5. Et pour C, le PI est égal à, est supérieur, pardon, à 5,5. Et du coup, on peut classer directement nos acides aminés selon leur point isoélectrique. Ce qui fait que du coup, c'est l'item 3 qui est vrai. 3 est vrai, 4 et 5 sont faux. Puisque du coup, c'est dans l'ordre suivant. A, C et B, c'est pas du tout ça. A, C et B, le classement de ces peptides dans l'ordre croissant de leur pays, mais pas du tout. On a A, B, C en fait, c'est dans l'ordre suivant. Et du coup, l'item 3, il est vrai, puisque c'est dans l'ordre A,
A inférieur à B inférieur à C dans l'ordre croissant. Ce qui fait que du coup l'item 3 il est vrai. Avant d'attaquer la question 2, on va refaire une fiche de cours, cette fois-ci sur les études de protéines. Promis, après vous êtes tranquille jusqu'à la question 6. Alors, concernant les études de protéines, on a cette fiche, elle sera divisée en 3 parties. La première, méthode de séparation, puis détermination de la structure, puis dosage et absorption. Je vais marquer qu'on a affaire à une fiche. J'écris ça rapidement. Études des protéines. Là, je fais aucun effort sur l'écriture. En gros, en prums, j'ai essayé de marquer ça en gras. Méthode de séparation. Si je peux vous conseiller un truc, c'est de marquer toutes les fiches sur des feuilles à part. Je dis ça un peu tard maintenant, c'est peut-être un peu trop tard. Mais pour les prochaines fois, ouais, gardez-les à côté, quoi, parce que ça ne sert pas que pour le TD, les fiches, c'est ça l'idée. C'est pour répondre aux annales, c'est pour répondre à toutes les questions de réflexion, quoi. Donc, méthode de séparation, on en a 3. La première vue dans le cours, c'est la précipitation par sel. Précipitation par sel. Maintenant, c'est pas la plus utilisée, quoi. Ce qu'on vous dit dans le cours, ce qu'il faut savoir, en gros, c'est que quand le pH, je crois que c'est une technique qui est surtout utilisée pour les protéines globulaires, voilà, faites ce que vous voulez de cette info. Solubilité, ouais c'est ça, quand le pH est égal au point isoélectrique de la protéine, la solubilité de la protéine est minimale, voilà. Après, c'est pas trop développé dans le cours, donc franchement, cette technique, c'est peut-être pas la plus importante. Je vous l'ai noté quand même parce qu'elle existe. Pas CPAS. La plus importante. Par contre, les deux techniques qu'on va voir ensuite, elles sont souvent vues dans les exercices. Alors, la suivante, c'est la chromatographie. Chromatographie. On en a deux types. On a celle d'exclusion stérique, c'est-à-dire en fonction de la masse, en fonction de la masse, et ces dernières, enfin les peptides qui sont testés là-dedans, sortent par ordre décroissant du coup de poids, enfin de masse plutôt, si on veut être des bons physiciens. Ordre décroissant, voilà. La technique suivante, elle, c'est la chromatographie par échangeuse d'ions. Et là, on en a deux types. Donc oui, c'est l'échangeuse d'ions, c'est en fonction de la charge, hein, bien sûr. En fonction, fx, c'est fonction, ça. Ah putain, de la charge. Et on en a deux types. La première, c'est échangeuse d'anions avec un produit qu'on appelle le diéthylaminoéthyle, voilà, qu'on appelle plus souvent DEAE. Et ça, c'est pour fixer les protéines anioniques. Anioniques, donc chargées négativement. Et du coup, vous notez bien, le deuxième type, c'est celle qui fixe ces échangeuses de cations, pardon, avec un réactif qui s'appelle le carboxyméthyle, qu'on appelle CM. Et là, ça fixe les protéines cationiques, donc chargées positivement.
Bien, et le troisième type de méthode de séparation, c'est les méthodes électrophorétiques. Je note ça là. Méthode électrophorétique. Il manque un T, hop là. Méthode électrophorétique, qui a du coup aussi deux types, c'est soit native ou dénaturante. En gros, ça donne ça. Native, il y a bien marqué native à gauche, ou dénaturante. Native, du coup, elle garde les protéines entières, c'est-à-dire que les protéines restent entières. Ou dénaturante, là, pardon, on en a deux types. C'est très entonnoir, hein, mais c'est important de bien faire la différence. On a soit celle qui utilise du bêta-mercaptoéthanol, ça ne s'invente pas, soit du SDS, je ne me rappelle plus de ce que veut dire SDS, mais c'est écrit dans votre cours, hein, bien sûr. La fraude. Et du coup, on utilise le bêta-mercaptoéthanol pour... J'utilise des nuances de bleu, bon, vous n'êtes pas obligé de suivre. Hein. Pour désassembler les sous-unités. Sous-unités, il y a marqué sous-unité là. Sans... Je l'écris en majuscule même, parce que c'est la différence unique. Sans pont disulfure. Alors que le SDS, elle, peut séparer les sous-unités avec pont disulfure. Je vais marquer un petit trait là pour bien séparer les deux. Voilà, ça c'est les techniques, les méthodes de séparation, pardon. Deuxième partie, on a la détermination de la structure, les techniques de détermination de la structure. Je marque ça, hop, rapidement. Détermination de la structure. En gros, là aussi on en a, on a en gros trois techniques. C'est un peu fin ça. On a trois techniques. On a l'hydrolyse acide. Souvent on commence par ça. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on va provoquer, on va dire, la rupture de toutes les liaisons peptidiques. Mais attention, évidemment, ça ne pouvait pas être aussi simple. On détruit le tryptophane, en fait. C'est bien ça, le tryptophane, W. Ouais. Le tryptophane est détruit par l'hydrolyse acide. Vous verrez après que c'est un truc relativement important. Deuxième technique, ce sont les coupures chimiques. Hop, il manque une petite flèche, voilà. Coupure chimique. Là aussi, on a trois techniques. La première, c'est celle qu'on appelle Deadman. Deadman, hop. Qui libère le premier acide aminé en N-terminal. Sous la forme PTH
acide aminé 1. Ensuite, on a la coupure chimique avec le DNFB, qui, elle, correspond... J'ai un peu changé les couleurs, hein, mais en soi, c'est pas le plus important. Qu'elle correspond à la libération aussi du premier acide aminé en enter. Cette fois-ci sous la forme DNFB acide aminé 1. Et enfin, on a le bromure de cyanogène. Pas sous cette couleur-là. Bromure de cyanogène qui coupe la liaison spécifique MX. Coupe liaison MX, c'est-à-dire la liaison méthionine à n'importe quoi d'autre. Ok, là on va attaquer un truc qui est important, ce sont les coupures enzymatiques. C'est une grosse fiche de cours. Je suis désolé, mais au moins tout est dessus. Enzymatique. Et là on part sur un tableau à 4 lignes et 3 colonnes. Ok. En gros, première ligne, ça concerne le nom de l'enzyme. Voilà, il faut savoir que c'est enzyme pour le deviner, parce que j'écris vraiment très très mal. La deuxième colonne, ça concerne la coupure. Et la troisième, c'est des éventuelles restrictions concernant cette enzyme. Alors, on va commencer avec la trypsine. La trypsine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe après R, ou K. Elle n'a pas de restriction. L'alpha-chymotrypsine, là il faut la prendre par cœur, hein, ça ne s'invente pas. Elle coupe après F, Y et W. Et elle non plus, elle n'a pas de restriction. La carbopeptidase A, c'est important le A, elle libère le dernier acide aminé. Qu'est-ce que j'ai écrit? Au bout d'un temps, il y a mon PC qui chauffe, il fait n'importe quoi. Ok. Libère le dernier acide aminé, sauf si le dernier acide aminé est de l'arginine, R, K ou P. Voilà. C'est
comme ça. Carbopeptidase B, quant à elle, libère aussi le dernier acide aminé. C'est la même chose qu'au-dessus. Sauf si le dernier acide aminé est R, donc l'arginine, ou K, la lysine. Voilà, on en a fini avec la détermination de la structure. Dernière petite partie, après c'est bon, vous avez enfin la paix. C'est sur le dosage et l'absorption. On en a vu un petit peu tout à l'heure avec les acides aminés aromatiques, mais en gros, concernant le dosage et l'absorption, on a 3 méthodes, là aussi. On a avec le réactif de Buret, où là il faut 4 acides aminés minimum. C'est les conditions hein, que je vous énonce là. L'absorption, absorption, il y a marqué absorption à 280 nanomètres hein, toujours, qui elle ne marche qu'avec les acides aminés aromatiques, donc F, Y et W. Et enfin, l'absorption à 210 nanomètres, qui elle ne marche, qui marche avec toutes les liaisons peptidiques en fait. Donc tous les acides aminés, enfin toutes les protéines quoi, qui ont plus de 2 acides aminés, enfin plus ou égal à 2 acides aminés. Peptidique. Oh là là, c'est écrit n'importe comment. Bref. On peut passer à la correction de l'exercice 2. Question 2. Concernant les peptides suivants, on a donc A qui est WTCMYH, B qui est DEAR, S qui est LIY, pardon. L'item 6 nous demande, est-ce que A absorbe la lumière à 210 et 280 nanomètres? Alors, l'item 6 est vrai, puisque du coup on a un acide aminé aromatique qui correspond à W, le tryptophane. Est-ce qu'on a d'autres acides aminés aromatiques? Ouais, non, c'est tout. Et du coup, il y a des liaisons peptidiques, puisque c'est une protéine, donc il absorbe bien la lumière à 210 et 280 nanomètres. Je ne vais pas marquer ça. On va dire que c'est bon. Le 7, item 7, pardon, la protéine C est sensible au bromure de cyanogène. Alors ça c'est faux parce que le bromure de cyanogène il coupe la liaison MX, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Or là, du M de la méthionine on n'en a pas, donc c'est pas possible. Item 8, tous les peptides peuvent être dosés par le réactif de Buret. Ça aussi c'est faux, puisque du coup la protéine C elle a moins de 4 acides aminés. Vous voyez, c'est application directe du cours. Item 9, lors d'une chromatographie d'exclusion stérique, l'ordre d'élution est C, puis B, puis A. Alors, pendant une chromatographie d'exclusion stérique, l'élution elle se fait dans l'ordre décroissant des masses, c'est-à-dire en gros du plus au moins lourd. Donc en fait, l'ordre d'élution ce sera A, puis B, puis C, puisque A a plus d'acides aminés que B, qui en a plus que C. Du coup, l'item 9 est faux. Et enfin, item 10, j'arrive pas à écrire. Ouais, item 100 même. La masse moléculaire de B est proche de 0,44 kDa. Ça, c'est du cours. C'est parce qu'en gros, chaque acide aminé, on estime qu'en gros, la masse d'un acide aminé, peu importe lequel, c'est 110 Dalton. Je crois qu'il y a une exception pour la glycine, je sais plus quoi. Ça, il faut voir dans le cours. Mais
pour les acides aminés en général, on dit qu'ils pèsent 110 Dalton. Donc là, si on en a 4, et ben, ça nous fait 4 fois 110 Dalton, ce qui nous fait 440 Dalton, ce qui signifie que l'item 10 est vrai. Exercice 3, on a l'énoncé suivant. Soit le décapeptide L dont l'analyse a donné les résultats suivants. Alors ça, c'est un exercice, on le voit tout de suite, d'étude des protéines. Donc il faut bien s'accrocher et prendre toutes les informations dont on a besoin dans l'énoncé. Déjà, ne serait-ce que dans le titre, on a une information, on sait qu'on a affaire à un décapeptide. Donc, 10 acides aminés. Étape A, l'hydrolyse acide de L indique la composition en acides aminés suivante. Meth, il, val 2, donc 2 valines, ALA, 6, lys, glutamine, glutamate, je sais plus, aspartate. Là, on remarque un truc, c'est qu'on a affaire à 9 acides aminés, en fait, quand on les compte. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 acides aminés. Or, comme on l'a vu dans la fiche de cours, l'hydrolyse acide, elle a un effet qui est bien particulier, c'est celui de faire disparaître le tryptophane, en quelque sorte. C'est pas forcément un terme très scientifique, ça, disparaître, mais c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il y a eu un tryptophane qui a disparu, donc que dans le décapeptide, on est certain d'avoir un tryptophane quelque part. L'étape B, elle nous dit quoi? Elle nous dit le séquençage d'Hellman de L libère d'abord un PTH ALA, puis un PTH VAL. Le séquençage d'Hellman, on s'en rappelle, c'est celui qui permet de déterminer le premier acide aminé en N-ter. Donc, à partir de là, on peut commencer à deviner la structure, la séquence de la protéine. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner pour ce genre d'exercice, ce serait de ne pas... Je vais vous marquer là. Je me suis perdu dans mes notes. Ce serait en fait de ne pas essayer de deviner la séquence peptidique à l'aide de l'énoncé seul. Ce qu'il faut essayer de faire alors, c'est de céder des propositions. Parce qu'en fait, dans l'énoncé, on n'a pas assez d'informations pour déterminer toute la séquence. Du coup, on est un petit peu embêté. Donc, on peut quand même essayer de jeter quelques informations ici et là. On va essayer de jouer une sorte de jeu du pendu, dans le sens où on sait qu'on a 10 10 acides aminés, donc on peut déjà faire la place pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça, c'est le bousséter. Et on sait du coup, avec l'étape B, le séquençage d'Hellman de L, qu'on a au début une alanine qui répond à la lettre A, et une valine, donc avec un V. Ça, on en est certain. Ensuite, étape C, l'action de la trypsine sur L libère un octapeptide D1 et un dipeptide D2. Seul D1 absorbe la lumière à 280 nanomètres. Alors, la trypsine, elle, son effet, c'est qu'en gros, elle coupe les liaisons après R et K. Donc, on peut savoir d'avance que à la 8e position de ce peptide, on aura soit R, soit K. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soit R, soit K. Voilà. On peut essayer de le deviner déjà avec la structure qu'on a avec l'hydrolyse acide. On remarque que est-ce qu'on a une arginine? Il ne semblerait pas. Est-ce qu'on a une lysine? Semblerait bien. Donc déjà, on peut savoir que ici, on a une lysine. Lysine, c'est quelle lettre? K.
Ok, étape C, l'action de la trypsine. Ouais, du coup, ouais, il y a aussi une autre information, c'est que D1 absorbe la lumière à 280 nanomètres. Donc déjà là, on peut faire la séparation, hop, 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 avec des petits tirets. Ici, on a D1, ici, on a D2. Et seulement D1 absorbe la lumière à 280 nanomètres, ça veut dire qu'en gros, le seul résidu aromatique du peptide, donc le tryptophane, vous voyez, qui a disparu pendant l'hydralyse acide, est dans D1, et dans les 8 premiers acides aminés. L'étape D, c'est quoi? C'est le traitement de D1 par le bromure de cyanogène, libère le pentapeptide, donc le D1, c'est les 8 premiers, libère le pentapeptide R1 et un tripeptide R2. Seul R2 absorbe la lumière à 280 nanomètres. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de ça? C'est qu'on sait que le bromure de cyanogène, il coupe la liaison MX, donc après la méthionine. Du coup, on peut savoir qu'à la 5e position, 1, 2, 3, 4, 5, on a une méthionine. Et ce qu'on sait aussi, c'est que seul R2 absorbe la lumière à 280 nanomètres. Donc ça, c'est R1, et ça, c'est R2. Seul R2 absorbe la lumière à 280 nanomètres. Ça veut dire qu'en gros, le tryptophane, il est forcément soit à la 6e, soit à la 7e position. Soit là, soit là. Enfin, E, l'action de la carbopeptidase A sur elle libère un acide aminé acide. On sait que la carbopeptidase A, elle libère le dernier acide aminé, sauf si évidemment il s'agit de R, de K ou de P. Or, ce qu'on a vu à l'étape A avec l'hydrolyse acide, c'est qu'on a un seul résidu acide, un seul acide aminé acide, c'est l'aspartate. Donc on sait d'avance qu'en C-terre, en 10e position, on aura l'aspartate. Voilà, avec ces informations-là, on va essayer de répondre aux items. 11, le résidu C-terminal du peptide L est l'aspartate. Bon, bah ça, du coup, on sait que c'est vrai. Item 12, l'hydrolyse acide de L détruit un résidu de tyrosine. Ça, c'est faux, du coup, c'est ce qu'on a vu. Ça détruit le tryptophane, l'hydrolyse acide, et c'est tout. La séquence, alors là, voilà, là, on rentre dans les items un peu plus costauds. La séquence du peptide L est AVWCM, blablabla. Et on a deux autres propositions. Et bien là, du coup, il faut comparer. On regarde l'item 13, AV, jusque-là, ça colle. W, c'est pas possible. On sait que W, il est dans R2, donc forcément dans le 6e ou 7e acide aminé. On sait que c'est faux. La séquence suivante du peptide L est compatible. AV, jusque-là, c'est bon. ICM, BW, tout ça, ça m'a l'air correct. M, il colle bien à la bonne position. K, il est bon. Q, D, D, il est en position C-terre. 14, il n'y a rien qui nous contre-indique ça. Pour nous, l'item est juste. Ça peut être ça. C'est compatible avec les résultats. Enfin, item 15, A, V, jusque-là, c'est bon. W, on voit que c'est tout de suite pas bon, puisque le W, il est soit en 6e, soit en 7e position. Je vais le noter là. Donc, c'est faux. Voilà qui conclut la correction de l'exercice 3. Question 4. Soit un mélange M de deux peptides, S1 et S2, dont on connaît les séquences. Le premier, c'est EFRP. Le deuxième, c'est PALAWK. Item 16. La concentration protéique du mélange peut être déterminée par la mesure de son absorption à 280 nanomètres. Oui, ça c'est vrai, puisqu'on a un résidu aromatique dans les deux, c'est-à-dire, W pour S2 et F pour S1. S1 et S2, item 17, sont insensibles à l'action de la carbopeptidase A. On le rappelle, la carbopeptidase A, ce qui rend une protéine insensible, c'est si son acide aminé en C-terre, le dernier, est R, K ou P. Là, on remarque qu'il y a P ou K. Donc, l'item 17, il est vrai. La solubilité de S1 est minimale à pH égale 6,55. Et là, on remonte à la fiche qu'on a fait en tout début de TD, celle qui nous permet de connaître le PI d'une protéine. Donc, on va faire ça. Item 18. Hop. On a donc... On va suivre la méthode.
vais me la reprendre moi-même. PK2, hop, PK1, donc c'est 9 pour le premier et 2,1 pour le second. Hop. Et là, on regarde dans S1 quels acides aminés peuvent sioniser, quoi. Il peut, donc on va le mettre. E, pour lequel son pKr est de 4,1. On va même le mettre en rouge, puisque, je vous rappelle, il a des moins, puisque c'est un acide aminé acide. On a F, qui n'est pas ionisable, R, qui est ionisable. R, lui, il a des plus. Donc on a un pKr de 12,5. Je vais quand même noter ce que c'est au-dessus. Même si c'est voilà. ER et enfin le dernier P. P, lui, il n'est pas ionisable. Donc on peut tracer nos colonnes. Donc on les fait dans l'ordre. Hein. 2,1, 4,1, 9 et 12,5. Hop, 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 hop. Là aussi, on va faire une différence. Et on se retrouve avec le tableau suivant. Donc on sait que PK2, c'est avec des plus jusqu'à 9. Et après des zéros. PK1, lui, par contre, ça commence par des zéros et ça termine par des moins à partir de 2,1. Hop. E, lui, c'est du coup des moins à partir de 4,1. Et R, lui, ça va être des plus jusqu'à 12,5. Et on regarde quelle colonne a des charges qui s'annulent. On regarde rapidement, c'est plutôt évident. C'est entre 4,1 et 9. Somme. Voilà. Donc on calcule le PI. Ça nous fait donc 4,1 plus 9 sur 2. Et ça nous fait, grâce à mes talents de calcul mental inouïs, 6,55. Donc, l'item 18, il est juste, puisque la solubilité d'un peptide, elle est minimale quand pH égale à PI. L'item 18 est vrai. Item 19, lors d'une chromatographie d'exclusion stérique, le peptide S2 est élué après le peptide S1. Alors, je vous rappelle, chromatographie d'exclusion stérique, c'est celle qui classe les peptides selon leur masse, et ce par ordre décroissant. Donc on regarde rapidement lequel est le plus lourd. C'est S2 qui est le plus lourd, donc il va sortir en premier. Donc l'item 19 est faux. Item 20, une résine échangeuse de cations à pH égal à 8 est adaptée pour séparer des peptides. On sait qu'une résine échangeuse de cations, c'est là pour fixer les protéines cationiques. Du coup, à pH égale 8, on va se resservir de notre tableau. On sait que notre peptide S1, il est sous sa forme zwitterionique, tandis que S2, bon, lui on ne sait pas, du coup il faut calculer. Bon, bah là, pour le coup, je saute la méthode, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. C'est un peu de la triche, je sais. Je m'en excuse. Mais, après, donc, la même méthode qu'au-dessus, on trouve que le PI de S2, il est égal à 9,9. Du coup,
on fait un tableau, là aussi, pour comparer les différents pays. On va faire un tableau avec deux lignes, S1 et puis S2. S1 et S2. Et pour ça, du coup, on sait que le pKa de S1, c'est, s'il veut bien s'écrire, 6,55 et le PI, excusez-moi, de S2, c'est 9,9. On calcule les charges. Là, c'est un petit peu différent qu'avec les acides aminés, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de forme zwitterionique en fait. Lorsqu'on fait comme ça, pardon, je me suis trompé dans les couleurs, hop, plus, parce que du coup, S2, son pKr, c'est 9,9, et ça passe directement sous forme moins, après le pKr. Et du coup, on remarque que le pH pour lequel donc du coup, on remarque, et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on remarque qu'à pH 8, on a nos deux peptides qui ont une charge nette différente. Ce qui fait que du coup, pour les séparer selon leur charge, c'est plutôt adapté. Donc, l'item 20, il est juste. Voilà qui conclut la correction de l'exercice 4. Question 5. Soit un mélange M de 3 protéines A, B et C. La protéine A est une hétéroprotéine de 100 kDa dont le PI est 8. La protéine B est un hétérodimère de 150 kDa dont le PI est 5. La protéine C est une holoprotéine monomérique de 50 kDa dont le PI est 2. Il y a beaucoup d'informations. Le mélange est soumis à une chromatographie d'exclusion stérique. Les 3 fractions sont analysées par électrophorèse en présence de bêta-mercaptoéthanol. Alors, je vous rappelle, l'électrophorèse en présence de bêta-mercaptoéthanol, c'est une méthode électrophorétique dénaturante qui permet de garder les sous-unités liées par pont disulfure. On va comprendre ça avec les items. Item 1, le mélange est soumis à une chromatographie échangeuse d'anions à pH égale 7. Seule la protéine C interagira avec la phase stationnaire. Alors, qu'est-ce que la phase stationnaire déjà? La phase stationnaire, c'est pas possible. La phase stationnaire, c'est ce qui restera sera fixé par l'échangeuse d'ions, quoi. C'est-à-dire pour une échangeuse de cations, ce sera des cations. Je ne raconte pas de bêtises. Ouais. Ce sera donc des cations, donc des ions positifs, quoi. Et vice-versa. Échangeuse d'anions, ce sera des anions, donc des molécules négatives, chargées négativement, pardon. Du coup, on va faire le tableau comme pour l'exercice précédent. On a les PI, dans une colonne, hop. Et on a déjà les PI, donc on peut déjà les noter. On a dans l'ordre 2, 5 et 8. 2, 5 et 8. On a nos 3 peptides, A, B et C. On commence donc par les plus, toujours, plus jusqu'au PI de A, c'est-à-dire 8. De même pour B, jusqu'à 5. Et de même pour C, jusqu'à 2. Et on termine
avec des mots. J'ai pas vraiment précisé la méthode pour ça, mais j'espère que vous comprenez quand même. Du coup, APH7, donc dans cette colonne-là, combienième colonne, celle-ci quoi, on remarque que B et C sont sous forme anionique. Du coup, l'item 21, il est faux. Puisqu'il n'y a pas que C qui est sous forme anionique, il y a B aussi. Donc B aussi sera dans la phase stationnaire, il sera fixé par l'échangeuse d'anions. Item 22. La concentration protéique du mélange peut être déterminée par l'absorption de la lumière à 210 nanomètres. Ça, c'est une question de cours, hein, ça se sent pas, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, parce que du coup, il y a des liaisons peptidiques. Voilà, c'est tout. Item 23, si le mélange est soumis à une chromatographie échangeuse de cations à pH 7, seule la protéine A interagira avec la phase stationnaire. Là, c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et pour le coup, c'est vrai, puisque on reprend notre tableau et on remarque que seul A est sous forme cationique à pH 7. Donc l'item 23, il est vrai. Item 24. Lors d'une chromatographie d'exclusion stérique, l'ordre de d'élution est le C, puis A, puis B. Là, il faut regarder leur poids. On remarque que B est plus lourd que A, qui est plus lourd que C. Donc l'ordre, ce sera B, A, C. Donc l'item 24, il est faux. Ok. Troisième et dernière fiche de cours, promis juré. Elle est moins longue que les autres, vraiment. Il faut s'accrocher. La biochimie, c'est beaucoup de par cœur. Donc bon. Fiche sur la transcription de l'ADN. Alors, juste pour situer tout le monde, on va rappeler quelques bases. On a donc notre ADN de base. Voilà. Celui-ci peut subir différentes actions, on va dire. Il peut devenir un ARN, qu'on dit messager. C'est pour ça qu'il y a un M. Et l'ARN est là pour notamment coder une protéine. Mais l'ADN peut aussi se répliquer, c'est-à-dire reproduire son information génétique à l'identique, plus ou moins, hein, pour faire encore de l'ADN, quoi, du coup. ADN bis. Et toutes ces étapes ont des noms différents. Ici, on a la réplication. Entre l'ADN et l'ARNM, on a la transcription. Et entre l'ARNM et la protéine, on a la traduction. Bien, maintenant qu'on sait tout ça, on peut regarder plus précisément le processus de maturation de l'ARNM. Juste pour rappeler la structure classique d'un ARNM, on a donc une coiffe en 5', suivie par exemple d'une région 5' UTR, 5' parce qu'elle est située en 5' de l'exon, et UTR c'est Untranslated Transcribed Region, voilà. Oh, le vieux accent, c'est pas grave, on va faire comme si on n'a rien entendu. Ensuite, on a une région codante, un exon donc, suivi par exemple d'un autre intron qu'on va appeler du coup là 3' UTR, puisqu'il est situé en 3' de la région codante. Et enfin, une queue poly A pour polyadénylation que je vais vous expliquer ensuite. Ça, voilà, on a nos structures de base, c'est pas très très beau, mais c'est pas grave. Et celle-ci va donc subir quelques petites transformations. On a donc, on va dire, deux types de transformations, même si on a déjà marqué quelques-unes. On a l'épissage, qui correspond à l'élimination des introns. Élimination des introns. Qu'est-ce que j'écris mal? Et la maturation, quoi.
C'est un peu grossier d'écrire ça, mais je ne sais pas trop comment définir tout ça. La stabilisation, quoi, la maturation, je pourrais écrire stabilisation aussi, quoi. Et tout ça, donc, ouais, non, je vais écrire stabilisation. Ce sera plus propre. Stabilisation. L'épissage, il fonctionne comment? On a, en gros, dans notre intron, un site donneur et un site accepteur, qu'il faut connaître par cœur, hein. Et ouais. Accepteur. 5' GU. Et le site accepteur, c'est 3' AG. Et on a aussi un point d'embranchement. Situé quelques nucléotides avant le site accepteur, je crois, qui correspond à juste le nucléotide A. Et d'un autre côté, la stabilisation, elle se traduit par du coup cette fameuse coiffe et la queue poly A. Que j'ai déjà marqué, quoi, mais c'est important de le savoir. Juste un point important qu'il faut souligner, dans l'épissage, il y a un phénomène qu'on peut retrouver, c'est l'épissage alternatif. Épissage alternatif, qui correspond en fait à, lorsqu'on a un ARN pré-messager, PM, c'est-à-dire pas mature, avec des introns dedans, on a la possibilité, la nature, on va dire, donne la possibilité d'avoir plusieurs ARNM possibles. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on peut obtenir plusieurs ARN messagers à partir d'un seul ARN pré-messager. Ok, ça c'était la maturation. Rapidement, l'élongation et la traduction, ce qui correspond plus ou moins à la même chose, hein. Il y a 4 séquences à connaître, pardon. Les différents codons stop. Je mets un S, hein. Codon, parce qu'il y en a plusieurs. Codon, oula, ouais, c'est bon. Codon, et les codons initiation, quoi. Et répondent donc au nom de UAA, UGA, ça s'invente pas, hein, et UAG. Et concernant les codons initiation, il n'y en a qu'un seul à connaître, il semblerait, c'est AUG. Juste rapidement, 2 petites formules à connaître. C'est pas vraiment des formules, c'est histoire de faciliter la vie. Pour calculer le nombre d'introns, on fait nombre d'exons moins 1. Et pour calcul du nombre de codons dans un exon, on fait nombre, NB c'est nombre, de nucléotides NT dans l'exon, hop, sur 3. Parce qu'un codon, c'est 3 nucléotides, quoi. Et du coup, ça correspond à dire que le nombre de codons, ça c'est plus du cours, hein, correspond au nombre d'acides aminés, quoi. On retrouvera dans l'ARN pré-messager. Voilà. On peut passer à la correction de l'exercice 6. Question 6. Concernant un ARNM transcrit par l'ARN polymérase 2 à partir de la matrice d'ADN suivante. Donc là, on a toute la matrice d'ADN, toute la séquence. Item 26, on a l'ARNM possède un site donneur d'épissage.
Alors là, je ne sais pas si vous avez bien compris, dans l'énoncé, on nous donne la matrice d'ADN. Donc, il va falloir transcrire en ARN. Je vous rappelle, le nucléotide A s'associe avec T, le nucléotide G s'associe avec C, sauf que dans les ARN, il n'y a pas T. Hein. T devient U chez les ARN. Donc ça, c'est à prendre en compte. On va donc essayer de se faire une petite séquence. J'ai écrit en bleu, tiens. Hop. On commence donc, si c'est le brin matrice, on commence par 3' là. On a U, G, C, A, C, A, U, C, A, U, G, A, C, G, U, A, G, U, C, U, C, A, G, U, A. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut répondre. Et du coup, item 26, on nous demande si l'ARNM, ce qu'on vient juste d'écrire, possède un site donneur d'épissage. Et bien du coup, il faut se demander déjà, qu'est-ce qu'un site donneur d'épissage? Site donneur, il n'y a pas d'apostrophe. Donneur d'épissage, ça correspond à la séquence en 5' GU. C'est-à-dire en partant de 5', celle qui correspond à, en fait, ça, quoi. Vous voyez, j'ai fait un screen du cours. C'est cette partie-là, il faudrait que je l'écrive en rouge. Ici même. Qui fait partie donc de l'intron. Du coup, on regarde, on part de 5' du coup. Là, c'est dans le sens inverse, donc on cherche un UG. Salut, c'est Lucas du montage. En gros, j'ai fait une petite erreur. C'est-à-dire que je lis en fait la séquence à l'envers. Donc, l'item reste vrai, mais c'est pas les séquences que je vais indiquer là. C'est celle qui sera encadrée au rouge en montage. Item 27, il y a un codon de transcription, un codon stop pardon, de transcription. Bah ça du coup, on peut déjà se douter que c'est faux parce qu'il n'y a pas de codon stop de la transcription. Il semblerait qu'il y ait que le codon stop en fait ça corresponde à la traduction et pas du coup à la transcription. Ok, item 28, sa séquence contient un signal de polyadénylation. Alors le signal de polyadénylation, je ne l'ai pas mis dans la fiche, mais il faut le connaître aussi. Item 28, c'est la séquence « 5' A, U, A. 3'. Et là, est-ce qu'elle est dedans? On regarde rapidement. Celle-là, elle est plutôt visible. U, A. On a A, U. On n'a pas tout collé. Donc l'item 28, il est faux. Ok, item 29. Le premier codon est le codon d'initiation de la traduction. Le codon d'initiation de la traduction, on s'en rappelle tous, c'est AUG. Et là, on regarde en 5', on a bien le codon AUG. C'est mortel. L'item 29, il est vrai. Item 30, il comporte un point d'embranchement. Là, du coup, on voit s'il a A, en fait, une adénosine. On regarde, évidemment que oui, en fait. Ça peut très bien être là, ça peut très bien être ici, enfin voilà. L'item 30, il est vrai. Voilà qui conclut la correction de l'exercice 6. Question 7. Énoncé valable pour la question 7 et la question 8. 2 ARN matures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros,
Ça, c'est une information importante. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un tronc, normalement, en théorie, mais là on est en théorie. Donc. 2 ARNM matures provenant de l'épissage différentiel d'un gène humain sont représentés ci-dessous. Les sites d'initiation et de terminaison de la traduction sont représentés en gras et soulignés. Ça, c'est gentil. Les exons sont séparés par le signe slash. Alors, on regarde. On voit que du coup, on a A, U, hop, premier exon, là ici. Deuxième exon qui commence à GGG. Puis voilà, puis troisième. Puis quatrième. On regarde rapidement, hein. Et puis c'est tout. On a fini là. En dessous, on regarde rapidement. Ça a l'air d'être quand même relativement la même chose. GGG. Hop, on regarde. 3 aussi, troisième, hop. Et le quatrième exon. On a l'impression comme ça que les deux ARNM sont identiques. Alors, item 36, ces deux ARNM possèdent nécessairement des exons traduits et codants. Méfiez-vous, les amis, des nécessairement, des obligatoirement, des trucs comme ça. On est en biologie. En biologie, pardon, il y a toujours une exception. Donc, l'item 36, il est faux. Il est faux pourquoi? Parce que des fois, il existe des exons qui sont soit non traduits, soit non codants. C'est possible, hein? Du coup, l'item est faux. Item 37, la région non traduite garantissant la stabilité des deux ARNM est identique chez les deux. Alors, ça c'est du cours, la région non traduite garantissant la stabilité, c'est la région 3' UTR, région assurant la stabilité. Il semblerait que ce soit 3' UTR. Et du coup, on regarde les régions 3' UTR, est-ce qu'elles sont identiques? C'est la région qui suit le site, pas le site, le codon stop, qui suit le codon stop de la traduction. Et on regarde donc après UAA, tout ce que j'ai surligné, CAA, GU, on regarde rapidement, GU, CU, AAA, GGG, GG, C, G, C, G. Et du coup, on remarque qu'il y a une différence. Et du coup, l'item 37, il est faux. Item 38. L'ARNM 1 a un exon de plus que l'ARNM 2. Ça, du coup, on l'a vu en survolant rapidement l'énoncé. On a vu qu'ils avaient tous les deux 4 exons. Voilà. Du coup, l'item 38, il est faux. L'ARNM 2 contient le même codon stop de la transcription que l'ARNM 1. Ça, du coup, c'est vrai. Et enfin, item 40, les introns ont été éliminés pour l'ARNM 1, mais pas pour l'ARNM. Question 8. Concernant les deux ARNM ci-dessous, l'ARNM 1 a perdu un exon par rapport à l'exercice précédent, l'exercice 7. L'ARNM 2 et la protéine codée par celle-ci contiennent combien de codons et d'acides aminés de plus que l'ARNM 1 et la protéine codée par celle-ci? Donc un point d'interrogation, c'est une question, n'est-ce pas? ARNM 1, donc là on regarde notamment ce qui a changé. On voit que le premier exon, il est bon. Le deuxième, il a l'air tout à fait correct. Et là, on voit qu'il y a un changement. Vous voyez, ici, on voit qu'on n'a pas la même séquence nucléotidique. Et que cette séquence-là, chez ARNM2, elle est en plus.
par rapport à la RNM1, où elle a du coup disparu, quoi. On nous demande donc combien de protéines code ce codon, cette ARNM, pardon. Alors là, du coup, on applique notre petite formule qu'on a utilisée dans la fiche. On a le nombre de codons dans un exon, qui correspond au nombre de nucléotides dans l'exon divisé par normalement le nombre de nucléotides. Ah, c'est pas très beau. Divisé par le nombre de nucléotides qu'il faut pour faire un codon, c'est-à-dire 3. Et là, du coup, il faudrait qu'on compte de AUG compris jusqu'à UAA. Ça nous fait du coup 4 acides aminés plus 225, 4 pas acides aminés, nucléotides, 4 nucléotides plus 225 nucléotides plus 1, 2, 3, 4, 5 nucléotides. Application numérique immédiate. Ça nous fait donc 4 plus 225 plus 5 sur 3. Ça nous fait, d'après ma petite correction, 78 codons. L'item du coup 36 est juste. Et tout le reste est faux. Non. Si. Non. Le 40 il est vrai. J'allais le manquer celui-là. Parce que 78 codons, ça correspond évidemment à 78 acides aminés. Hein. Donc le 40 est vrai. Voilà qui conclut la correction de l'exercice 8. Voilà qui conclut notre long TD. Plein de trucs à savoir, je sais. Voilà. Mais j'espère vraiment que, et je pense vraiment que ce TD vous sera utile à l'avenir pour répondre aux questions de réflexion de ces chapitres. N'oubliez pas surtout de répondre au questionnaire satisfaction qu'il y aura dans la description. Ça nous aide vachement, quoi. Pour nous, ça va prendre 2 secondes et nous, ça nous oriente vachement, quoi. C'est super utile. Donc bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 trucs, compris 2-3 choses en même temps. Et puis, moi, vous me reverrez donc dans le TD de pharmacodynamique pour la vidéo en distanciel, qui sera donc un recyclage d'une vidéo de l'année dernière, mais je vous expliquerai tout ça. Et puis bon courage. À la prochaine. Au revoir.